Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, épisode numéro 2, avec mon ami David. Bonjour David. Bonjour Christophe, bonjour les amis de Morpheus Etica. Comment tu vas bien? Bon, depuis tout à l'heure, ça va pas trop mal, donc tu sais qu'on a rendez-vous pour un deuxième sujet aujourd'hui, d'accord? Hein? Et Mhm. je pense que tu es à même de pouvoir nous expliquer, de nous donner des informations, on va dire, juridiques et tout le reste. Alors, on va parler de la dissimulation de preuves de défense. Vas-y, mon petit David, dis-moi tout. Alors justement, j'aimerais que tu fasses toi l'introduction parce que la dissimulation de preuves est un des 4 thèmes de la construction du placement abusif selon toi. Donc je t'invite peut-être à présenter comment toi tu le perçois, ce que tu vois, ce que tu as constaté et ce que tu en penses. Alors, moi, pourquoi je parle de ça? Parce que dans les témoignages où les gens publient des documents, donnent des documents aux juges, font des dossiers, contrairement à ce qu'on peut penser, 9 fois sur 10, pour pas dire 99 fois sur 100, les juges ne tiennent pas compte des pièces qui sont déposées. Alors évidemment, quand je dis ça parce que quand on dépose des pièces, c'est pour lutter, bien entendu, contre souvent des rapports mensongers des services sociaux. Donc quand on est accusé, il faut pouvoir amener des preuves. Mais les services sociaux souvent font des accusations dans leurs rapports sans jamais amener les preuves, et les juges qui suivent les services sociaux ne s'occupent pas des preuves que n'amènent pas les services sociaux. Par contre, la personne qui se défend ou qui essaye de dire attendez, ce qui a été écrit là ou le rapport qu'on vous donne, moi j'ai des preuves que c'est pas vrai, en tout cas que la vérité elle est trafiquée, que c'est pas tout à fait la vérité, eh ben, on se retrouve avec ce qu'on appelle une dissimulation de preuve de défense. C'est ça le sujet d'aujourd'hui, David. D'accord. Alors, effectivement, c'est exactement ce que je pensais. On va reprendre, si tu veux partager mon écran. J'avais expliqué dans l'autre vidéo qu'il ne faut pas se tromper de ring. Lorsque l'on est devant le juge des enfants, on traite de la protection de l'enfant. Et la protection de l'enfant, c'est une mesure qui est décidée par le juge en fonction de la situation de l'enfant. Donc, c'est lui qui apprécie souverainement la mesure que requiert cette situation. Excuse-moi. Il n'y a pas de Mais mal. j'avais aussi précisé que le juge des enfants, il est le bras droit du procureur puisque l'affaire qui est l'affaire principale, l'affaire qui est traitée au fond, c'est le parent qui est pris dans le cadre d'une procédure pénale, puisqu'il y a eu une dénonciation au procureur de la République qui tombe obligatoirement sous le coup de l'article 227-17 du Code pénal que j'affiche ici, que je vais répéter. Le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales, alors on va retenir le mot obligation pour plus tard, au point de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité ou l'éducation de son enfant mineur, est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc, il y a ici le mot obligation. D'accord. Oui, Je conviens tout à fait sur la charge de la preuve, puisqu'on a dans les articles 1353 et suivants du Code civil que j'affiche à l'instant, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. oui, Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. D'accord. Alors, ok. je conviens tout à fait que comment dire ça, l'enfant a des droits. Alors, l'enfant a des droits, notamment aujourd'hui consacrés dans la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est le document au sommet de la pyramide des normes en ce qui concerne l'enfant, les droits de l'enfant. Et donc, les droits de l'enfant sont les obligations des parents. Oui, bien sûr. Accessoirement de l'État aussi, surtout des services gardiens lorsqu'ils ont en charge l'enfant, mais avant tout des parents. Et c'est ce que l'on appelle l'autorité parentale. Et donc, l'autorité parentale, si on reprend le 227-17, le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé. Donc, la santé, ça veut dire de ne pas avoir emmené l'enfant chez le médecin, notamment quand il est malade, ou pour des examens réguliers pour s'assurer que sa croissance est correcte, qu'il n'a pas Oui, une pathologie quelconque qui surviendrait ou qu'on n'a pas décelé avant, les yeux, le regard, peu importe.
La sécurité, alors la sécurité, c'est un peu vague, on met tout dedans et rien. Je veux dire, la sécurité, évidemment qu'un enfant qui, à 3 ans, ouvre la porte et va jouer, sur le bord de la route, bah, il n'est pas vraiment en sécurité parce qu'un enfant de 3 ans, il ne devrait pas pouvoir sortir tout seul de la maison et aller jouer sur le bord de la route, tu vois? Bien sûr, bien sûr. La moralité, on peut mettre tout et rien dedans. La moralité, elle est en lien notamment avec la République française, déjà pour commencer, parce que la République française a, on va dire, un ensemble de préceptes. Euh, pour le vivre ensemble. Tout ça est aussi en lien avec la nation française qui est quand même d'origine judéo-chrétienne. Et donc la moralité, c'est effectivement de ne pas porter atteinte, si tu veux, de ne pas préparer l'enfant à vouloir porter atteinte à la République ou aux autres. Voilà, c'est ce genre de Ouais, choses. Donc d'accord. l'enfant ne doit pas partir en délinquance ou ne doit pas partir en criminel, évidemment. Ou l'éducation. Donc si tu veux, là, on a un petit peu, on va dire, les attributs, les sujets clés que sont les obligations légales, d'accord, Oui, qui incombent évidemment au père ou au père ou à la mère. Et donc, si on reprend de la charge de la preuve, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Alors, on est dans une situation avec l'aide sociale à l'enfance où lorsque justement l'aide sociale à l'enfance a dénoncé au procureur de la République bah, le fait qu'il y aurait probablement une atteinte sur mineur, hein, pour ne pas avoir respecté ses obligations, en tout cas voilà, de s'être probablement soustrait à ses obligations légales, c'est eux qui réclament. C'est eux qui réclament l'exécution d'une obligation. C'est eux qui la oui, réclament. Et donc, d'accord. effectivement, ils doivent la prouver. Attention, parce qu'il y a une petite virgule. Attention. Il y a quelque part, si je ne me trompe pas, je ne sais plus où je l'avais vu. Si je ne me trompe pas, l'administration. Non, non, je vais pas parler de ça. C'est pas grave. Donc, effectivement, tu as raison sur ce point. Ils doivent amener des preuves. Mais Oui, de nouveau, faut pas qu'on se trompe de ring. Faut pas qu'on se trompe de ring parce que si on regarde le code de procédure civile, à l'article 9, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. oui, Et c'est là que ça commence à devenir eh ben, incompréhensible pour la plupart des parents et j'ai même envie de dire pour certains avocats, puisque on ne va pas devant le juge des enfants pour défendre ses clients, on les assiste. Comme c'est une procédure sans avocat obligatoire, ils ne sont pas représentés, mais ils sont assistés par leur conseil avocat. D'accord. d'accord. Et il faut Oui, comprendre qu'à ce moment-là, l'aide sociale à l'enfance, j'ai une petite décision judiciaire dont j'ai fait une petite extraction pour pouvoir te le montrer. Et je montre quel tribunal me l'a donné parce que le document est anonyme, mais Madame Vanessa Évrard, juge des enfants du tribunal pour enfants de Carcassonne, a donc écrit la chose suivante dans son jugement du 31 juillet 2023, dont il y a les références ici. Hein. Pour les juristes d'accord. ou avocats qui veulent récupérer cette décision, ils le peuvent. Hein. Il sera par ailleurs rappelé que le service éducatif n'est pas une partie exposant des demandes, mais a en charge l'exécution des mesures ordonnées par le juge et a pour rôle de faire des préconisations. Je reviendrai sur le deuxième point après. Alors, le mot préconisation est extrêmement intéressant parce qu'il naît d'après le dictionnaire de l'Académie française qui, au passage, est publié au journal officiel de la République française dans la partie documents administratifs. D'accord, documents administratifs, voilà. Hein, on voit bien que le dictionnaire de l'Académie française, je l'ai perdu. Il est publié au... je l'ai perdu. Là, non. Le dictionnaire, voilà, il est bien, le dictionnaire de l'Académie française est bien publié dans les documents administratifs du journal officiel de la République française. Et donc, il faut comprendre que le mot préconisation, qui fait partie actuellement de la 9e édition, puisque la première était de 1694, la 9e édition qui est actuelle, il y a le mot préconisation qui n'existe que dans le cas de la religion catholique et qui est un acte solennel par lequel le pape déclare en consistoire qu'un prêtre a toutes les qualités requises pour être nommé évêque et annonce qu'il lui confère l'institution canonique. Je ne vois pas en quoi, si je reprends ma petite décision du juge, Ben oui, euh, il ferait des préconisations. Alors, l'explication se trouve être dans un autre mot qui s'appelle la métonymie. La métonymie, c'est prendre un mot pour un autre. Alors oui, dans le langage populaire, je te fais une préconisation, c'est-à-dire des recommandations, un conseil, un avis. Là, il a nommé préconisation. Quelque part, j'ai envie de dire, si on voulait rigoler un peu, vu les dossiers qu'on traite, le juge là nous fait peut-être un petit aveu. C'est un peu de l'humour que je vais faire, mais il nous fait un petit aveu comme quoi finalement,
eh ben, il confie en consitoire à l'ASE tous les pouvoirs de l'institution voilà, bon. C'est assez drôle. On a le droit de rire quand même. Hein. C'est une interprétation effectivement que j'en fais qui est humoristique, mais qui peut-être n'est pas si loin de la vérité. Donc reprenons. Le juge nous dit bien qu'ils ne sont pas partis à l'affaire. Il le dit là. Hein. Le service éducatif n'est pas une partie. Donc elle n'est pas une partie. Or, reprenons les textes. C'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Bon, bah, il réclame l'exécution d'une obligation. Très bien. Mais il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires aux prétentions de sa succession, de sa prétention. Or, ils ne sont pas une partie. D'accord. Et c'est là qu'on a tout le problème. C'est qu'ils font un rapport. Donc, comme ils sont de l'ordre administratif, parce que il faut bien comprendre que le département a passé des conventions avec des associations qui sont en charge de l'opérationnel. Hein, c'est pas le département général. Enfin, normalement et très souvent, ce n'est pas le département qui garde les enfants, ce n'est pas le département qui a les enfants en charge. La plupart du temps, ce sont des associations qui sont conventionnées avec le département et qui exécutent la mesure pour le département qui lui confie l'enfant. Le juge confie l'enfant au département, le département le confie à une association qui a la structure opérationnelle et le personnel pour pouvoir garder l'enfant. D'accord ? Et donc, cette association fait donc un rapport au juge de ce qu'il a vu, de ce qu'il constate, etc. Tout ça. D'accord ? Il fait un rapport au juge. Il n'est donc pas une partie et donc il n'a aucune prétention. C'est pour ça que je te dis on se trompe de ring. Parce que, en réalité, là où il y a une prétention, c'est devant le juge pénal, puisque les parents sont inquiétés par le ministère public, puisqu'ils auraient, je dis bien ils auraient, violé l'article 227-17 du Code pénal, à savoir, ils se sont peut-être soustraits, sans motif légitime, à leurs obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leur enfant mineur. C'est devant si tu veux, la procédure pénale, devant les acteurs pénaux, qu'on doit amener les preuves du contraire des allégations qui sont posées. C'est pas devant le juge des enfants. Donc il n'est pas compétent, le juge des enfants, alors? Il n'est pas compétent, sauf si éventuellement tu as un juge des enfants qui effectivement fait son job, j'ai envie de dire comme il faut, et qui se dit, ok, moi dans le dossier on me dit que l'enfant est déscolarisé, le parent il m'amène des preuves de scolarisation. Il y a quelque chose qui joue pas. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord ? Mais l'affaire pénale ne se traite pas devant le juge des enfants. Toutefois, le juge des enfants, quand on lui dit les enfants ne sont pas scolarisés et que les parents amènent la preuve du contraire, effectivement, que là, c'est qu'il y a quelque chose qui joue pas. Oui, tu vois ? d'accord. Donc, lui, il est quand même tenu. L'ASE me dit, les enfants ne sont pas scolarisés. Moi, j'ai les documents qui me disent, ils sont scolarisés. Alors, évidemment que si on regarde un peu dans le détail, si l'ASE dit, ils ne sont pas scolarisés depuis 5 ans et que le parent, il amène des preuves de scolarisation pour la rentrée prochaine, là, il y a peut-être quelque chose qui joue. Oui, mais tu sais que dans un de mes témoignages, ce que j'avais trouvé très très drôle, et j'espère que ça va te faire sourire, c'est que une maman avait été condamnée au placement de son enfant parce qu'elle n'avait pas scolarisé son enfant. D'accord ? D'accord. Mais, alors là, la partie la plus drôle, tu sais laquelle c'est ? C'est que les gendarmes ont enlevé l'enfant où ? À l'école. À l'école. Je vois tout à fait du dossier que tu parles. Hein ? Effectivement, c'est une situation absolument dingue. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la scolarité, il faut savoir que maintenant, alors il ne faut pas confondre la scolarisation, l'école et l'instruction. Oui. Déjà, il va falloir remettre les bons mots aux bons endroits. Si on reprend la Convention internationale des droits de l'enfant, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et même le préambule de la Constitution de 46 de mémoire, l'enfant a le droit à l'instruction. Oui, d'accord. Tout à fait. L'instruction, c'est le fait qu'on lui apprenne des choses, notamment liées à sa vie d'adulte futur, donc une vie civile, une vie commerciale, une vie administrative. Il doit également être capable de pouvoir travailler, donc il doit avoir des connaissances dans différentes matières. Donc pour avoir ces connaissances de base, il va falloir qu'il sache lire, écrire, compter. Vraiment, c'est le b.a.-ba.
D'accord? d'accord. Mmh. Ça peut également inclure, et ça inclut d'ailleurs également notamment l'instruction, on va dire, religieuse, quelle que soit la religion. D'accord? Mmh. Ou OK. pas. Ouais. D'accord? Et donc, l'instruction, c'est en lien avec le savoir. D'accord? Mmh. Ouais. Maintenant, le fait de scolariser un enfant, c'est le fait d'inscrire un enfant dans un établissement d'enseignement. D'accord. OK. D'accord? OK. Donc, si un enfant suit une instruction en famille, il est instruit. OK. S'il est dans un établissement d'enseignement, son instruction est faite par le biais de l'enseignement, public ou privé. D'accord. D'accord? Oui. Et donc Oui. un enfant qui ne va pas à l'école pour différentes raisons, parce que par exemple, il a une maladie qui l'empêche d'aller à l'école, il y a une maladie comme ça qui est pas du tout connue en France, qui est connue à l'international, qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique, avec syndrome de fatigue chronique, à mes souhaits, D'accord. qu'on va abréger par EMSFC. Donc, l'EM est une maladie qui est pas connue en France. Il y a une association qui s'appelle Million Missing, Million Missing qui essaie d'en faire la promotion pour qu'en France ils comprennent les choses. Et en fait, cette maladie qui touche rarement les enfants, mais qui touche malgré tout les enfants, provoque, si tu veux, en conséquence, le fait que que l'enfant ne puisse pas aller à l'école parce qu'en fait, quelqu'un qui est atteint d'un EMSFC, tu t'imagines qu'arrivé à 50% de sa batterie chute violemment, et quand tu le recharges, comme un iPhone, j'ai envie de dire, ou un téléphone portable quelconque, hein, un Android par exemple, vieux, tu recharges le téléphone, et en fait, c'est comme si le chargeur n'était pas assez puissant. Et D'accord. l'enfant, si tu veux, n'arrive pas à se recharger en une nuit. La nuit n'est pas préparatrice. Un enfant qui est atteint d'une EMSFC, même un adulte aussi, hein, qui est atteint Oui. d'une EMSFC, ne va pas mettre, il va mettre peut-être 3 ou 4 ou 5 nuits pour se recharger. Donc, l'une des conséquences, c'est qu'il va être absent pour l'adulte à son travail et pour un enfant à l'école. Les services sociaux ont une fâcheuse tendance de dire que l'enfant est déscolarisé. Non, le fait de déscolariser un enfant, c'est le fait de ne plus avoir de contrat avec l'école et que l'enfant n'est plus inscrit à l'école. Il ne faut pas D'accord. confondre déscolarisation avec absentéisme scolaire. D'accord. Donc, D'accord. là aussi, les services sociaux, dans leur rapport, ont une fâcheuse tendance de prendre un mot pour un autre. Évidemment que ça les arrange de mettre, je vais leur prêter des mauvaises intentions, puisque le mot déscolarisation va choquer le juge. Le juge, c'est quand même quelqu'un qui a fait peut-être 8 ou 10 ans d'études. C'est quelqu'un Oui. qui a du verbe, Oui. normalement. Tu vois? Oui. Donc là, on est face à des gens, des éducateurs notamment, ou peut-être même des assistantes sociales, qui n'ont peut-être pas le même niveau de vocabulaire. Et donc, elles vont employer le mot déscolarisation pour deux raisons. La première, peut-être qu'elles ne connaissent pas vraiment la définition de déscolarisation, qui d'ailleurs, au passage, n'est pas dans le dictionnaire de l'Académie française, hein. On peut le Ouais. chercher, il n'y est pas, hein. Le mot déscolarisation ou déscolarisé, voilà, il n'y a pas. On a décollé, on a décollé, on a dessolé, on a dessolé, mais on n'a pas déscolarisation. Ça n'existe pas. D'accord. D'accord. D'accord? Déscolarisé, ça n'existe pas. C'est pas un mot français. Ça n'existe pas. D'accord? D'accord. Et OK. qu'on vienne pas me dire ça existe dans le Robert ou dans le Larousse, puisque le Robert et le Larousse, malheureusement, même s'ils sont de très bons dictionnaires, ils ne valent rien. Ils ne sont pas publiés dans les actes administratifs du journal officiel de la République française. Ah, bon. D'accord. Donc, le mot déscolarisé n'existe pas. Il signifie malgré tout, on va dire par abus de langage, le fait de retirer un enfant de l'école et que donc que l'école n'est plus en charge de son instruction, de son enseignement. Donc, Ouais. là aussi, le fait de déscolariser un enfant, faut pas le confondre avec le fait que l'enfant n'aille pas à l'école et qu'il est absent, tu Ouais. vois? Ouais. Donc, les services sociaux jouent sur ce mot-là. Maintenant, là où je voulais en venir, c'est que l'école est obligatoire maintenant depuis l'âge de 3 ans. Enfin, l'école, non, l'instruction. J'essaie de te retrouver l'article, il est là. L'instruction. OK. C'est l'instruction qui est obligatoire, d'accord? Et en plus, l'article nous dit bien qu'elle est donnée dans les établissements ou écoles privées ou publiques, d'accord? Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille. C'est le fameux IEF. Bon, malheureusement, Ouais. l'IEF, ils l'ont tellement blindé, les conditions sont tellement drastiques que finalement, on peut dire quasiment que c'est une disposition impossible à atteindre, ou presque. D'accord? D'accord. Aujourd'hui, on met tous les gamins à l'école. Je vais oser dire ce que je pense. Même Hitler n'avait pas osé mettre les gamins dès 3 ans à l'école de manière obligatoire. Ouais. Je crois que les jeunesses hitlériennes, c'était 7 ans. D'accord. D'accord? Donc, l'instruction est obligatoire. Donc, pourquoi elle est obligatoire? Parce que c'est un droit de l'enfant. Mmh.
D'accord? Comme c'est un droit de l'enfant, eh ben, c'est notre obligation à nous et donc à l'État aussi de lui permettre d'accéder à cette instruction. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que l'enfant qui a été recueilli dans cette école alors qu'il est prétendu déscolarisé, code pénal. Alors, il se trouve que dans le code de l'éducation, voilà, les manquements aux obligations résultant des articles 131.5.1 et 131.10 et 442 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227.17.1. Tu as vu, on est sur le 227.17.1 cette fois-ci. Et 227.17.2 du code pénal, si après reproduit. Donc effectivement, si le fait par les parents d'un enfant ou de toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement sans excuse valable en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation est puni de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Donc, moi, ce qui m'a choqué dans ce dossier, et j'en ai un autre où il y a à peu près le même problème, moi, ce qui me choque, si tu veux, dans ces deux dossiers où les enfants ne sont pas scolarisés ou prétendus pas scolarisés, c'est qu'en fait, avant toute chose, il devrait y avoir cet article qui se déclenche, à savoir qu'il devrait y avoir, si l'académie, si tu veux, elle confirme que l'enfant n'est pas scolarisé, elle devrait faire une mise en demeure de scolariser l'enfant. Tant qu'il n'y a pas de mise en demeure de scolariser l'enfant, bah, quelque part, j'ai envie de dire, le parent n'est pas coupable d'une quelconque déscolarisation puisque l'académie n'a pas acté la déscolarisation ou la non-scolarisation. Bien sûr, tout à fait. Tu vois? Donc là, on revient, on va dire, sur le problème de nouveau de la dite évaluation des services sociaux qui sont censés faire donc ce qu'ils appellent une évaluation. Qui devrait non pas s'appeler une évaluation, mais un examen de la situation, mais ça c'est un autre sujet. Et donc, ils devraient recueillir des informations à ce sujet, tu vois, recueillir des informations de sorte de savoir où est-ce que l'enfant est scolarisé. Ils ont les moyens de le faire. Ils ont plein de moyens pour le faire, d'accord? Et donc, effectivement, le problème que tu aies des agents des forces de l'ordre qui se pointent dans une école pour aller chercher un enfant dans sa classe au prétexte qu'il ne serait pas scolarisé, moi, juridiquement, ça me pose plusieurs problèmes. Mais vraiment plusieurs problèmes. Premièrement, il faut savoir une chose, c'est que personne n'a le droit de rentrer dans une école sans l'autorisation du directeur, y compris les forces de l'ordre. Oui. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième, c'est qu'on va dire, il est d'usage que si les forces de l'ordre doivent intervenir à l'école, ce n'est pas à la vue de tous les autres enfants pour éviter de les choquer. Oui, tu imagines tous les enfants qui ont vécu cette situation où le petit a été enlevé dans sa classe devant tout le monde. Les enfants se disent, mais attends, moi je vais à l'école et les flics peuvent venir me chercher. On peut m'enlever à l'école. Les enfants sont marqués à vie. Mais tu sais qu'il y a des vidéos qui prouvent que ça existe, ça. Hein. Ah, mais tout à fait. Ensuite, j'ai encore un autre problème. Et là, je vais te dire, il faut aller voir deux choses. Il faut aller voir le code de procédure civile. De nouveau, on y revient, ce code de procédure civile. Voilà. Il faut aller voir particulièrement l'article 502. C'est la clé de voûte. Voilà, ça s'affiche. Hop, 502. Il faut aller chercher l'article 502 du Code de procédure civile et on va toujours afficher nos articles 375. D'accord? Là, en l'occurrence, l'article 375-3 du Code civil. D'accord? Alors, que nous dit le dernier alinéa du 375-3 du Code civil? Que le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. C'est le procureur de la République qui peut le faire. D'accord? Mais attention à une chose. Article 502 du Code de procédure civile. Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. À moins que la loi n'en dispose autrement. Là, la loi n'en dispose pas autrement. On nous dit clairement que le procureur de la République, il peut requérir directement le concours des forces de l'ordre pour faire exécuter. Donc, on est bien sur l'exécution, la mise à exécution. Pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. Mais là, on va recommencer depuis le début. La Cour de cassation ne cesse de nous dire que le danger doit être caractérisé et établi.
Donc, il ne suffit pas de dire: «Je pense que le gamin est déscolarisé» pour que le gamin soit allé récupérer dans une école. Je veux dire, là, on Ah peut oui. dire d'une certaine manière que les forces de l'ordre, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas réfléchi 2 secondes qu'à se dire: «Bon, j'ai reçu un ordre, mais apparemment, il y a quelque chose qui joue pas dans cet ordre». Donc, il y a la jurisprudence des baïonnettes intelligentes. Qui plus est, il y a c'est même consacré dans un article, je sais plus dans quel code, qui leur dit, si l'ordre est illégal, vous l'exécutez pas. D'accord? Oui. Donc, là, on est face, j'ai envie de dire quelque part, à un ordre illégal. Vous devez récupérer un enfant déscolarisé. Là, l'ordre n'est pas illégal. Mais dès le moment où tu dois aller chercher dans une école, Bah et là, oui. l'ordre n'est plus du tout, correct, Ouais. si tu veux. Bah, bien Et donc, les sûr, bien forces de sûr. l'ordre auraient dû rapporter à leur supérieur hiérarchique de dire: «Attendez, on a un problème. On a retrouvé le gamin, il est dans une école. Vous êtes sûr là? Parce que là, il y a un problème». Tu vois? Bah, bien Et sûr. puis, les forces de l'ordre, elles auraient dû avoir une exécution, une expédition revêtue de la formule exécutoire. La formule exécutoire, je vais te la montrer. C'est un décret de 1947 de mémoire. C'est ça, décret de la formule exécutoire. Je vais même te montrer après à quoi ça ressemble. Certains l'ont déjà vu. Donc, en gros, c'est sur le document, il doit y avoir marqué République française, au nom du peuple français. Et il doit y avoir marqué, en conséquence, la République française mande et ordonne à tout huissier de justice sur ce requis de mettre le dit arrêt ou le dit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Et ça ressemble à ça, une formule exécutoire. D'accord. Soit Alors c'est ça, écrit c'est direct, ouais, soit c'est écrit ouais, directement sur le jugement, ce qui n'est jamais le ouais, cas en matière d'assistance éducative, d'accord? Soit ouais. c'est un tampon qui est mis, je pense par le greffe. Là, on a un petit exemple, voilà, là, on a un bon exemple parce qu'il est rouge en plus, on le voit bien. Allez, vas-y, affiche. Voilà. Ah super, ça m'ouvre Facebook. Je suis navré pour la lenteur de ma connexion, je suis sur le Non, téléphone. non, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. C'est également ce qu'on appelle la grosse, hein, c'est-à-dire le document porteur de droits et d'obligations. Les copies ne valent rien. Voilà, ça ressemble à Mmh. ça. Je ne sais pas si je peux copier l'image, la zoomer un peu. Ouais, Non, je vais mais essayer c'est de la pas grave, prendre et de on la voit glisser quand même, là. on voit la couleur et tout, donc c'est hein? Voilà, tu vois, c'est ça, c'est ici, tu vois. Si c'est pas écrit dans le jugement, ça doit Oui, être un tampon comme ça, tu vois, délivré par le greffe, signé, machin, et cetera, tout ça avec un tampon. d'accord, Et c'est OK. cette phrase-là qu'évidemment on n'arrive pas à lire, mais c'est celle que j'ai lue avant. Et ça, si tu veux, les forces de l'ordre, donc le procureur de la République, il ne peut pas requérir les forces de l'ordre s'il a pas ça. D'accord. Et alors, je vais même te dire mieux, je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça, mais je vais devoir aller le chercher. J'ai le jugement qu'une maman, m'a confié, dans lequel, hop, dans lequel le juge a répondu à une de ces questions et qui est tout à fait en ce sens. Et la réponse est absolument hallucinante. Je ne pourrai malheureusement pas te l'afficher à l'écran parce que je n'ai pas eu le temps de l'anonymiser. Oui, Mais voilà ce que nous dit le juge. Voilà. Qu'au surplus, et même à supposer que la notification du jugement soit faite, il n'appartient pas alors au juge des enfants d'ordonner l'exécution forcée de sa propre décision si le mineur refuse d'intégrer son lieu d'accueil ou si les parents font opposition. Le juge, donc, il peut pas. d'accord, Et le d'accord, juge des enfants n'a pas compétence pour mandater les services de police et faire conduire l'enfant sous contrainte chez le tiers à qui il est confié. Donc le juge ne peut pas. Pas plus qu'il n'est dans les attributions du service éducatif ou du tiers à qui l'enfant est confié de procéder à cette exécution forcée. c'est important ça, ce que tu dis là, c'est très important. C'est extrêmement important. Je veux dire, alors, je vais quand même l'afficher à l'écran en l'anonymisant vraiment la va-vite. Je suis désolé. Voilà. Ok, ok. Alors, voilà. Hop, je t'affiche la chose dans le document Word de tout à l'heure. Hop, et puis je te passerai ces documents-là que tu pourras du coup ajouter comme tu veux. Voilà, donc voilà ce que je viens de lire. Je me suis arrêté à peu près par ici, puisque Mmh. après on nous dit que les conditions de cette exécution forcée ont été précisées par la loi numéro bidule, donc c'est plus le sujet, d'accord? Et c'est justement cette loi qui a modifié le 375.3 du Code civil pour lui ajouter que c'est le procureur qui peut. Alors la référence de cette décision, je vais également te la coller. C'est un juge des enfants de Riom. Où est mon capture d'écran? Là. Hop, print screen, capture d'écran, tac, tac.
Voilà, c'était une ordonnance de droit de visite dont voici la référence. Voilà, ordonnance du D'accord, 5 juillet 2023. D'accord? d'accord, Donc d'accord, là, c'est totalement anonymisé. Les références étant ici, les avocats peuvent demander cette décision au greffe. D'accord? d'accord. Donc là, on nous dit bien que le juge des enfants, il ne peut pas demander les forces de l'ordre. Le service éducatif, le service gardien et donc forcément l'aide sociale à l'enfance ne peut pas. Il n'y a que le procureur qui peut. Et D'accord. alors, si le procureur il peut, moi je veux bien, mais il y a quand même des règles dans ce pays et effectivement, on a le code de procédure civile qui nous dit bien que nul jugement, nul acte, donc nul acte, ça veut dire même les ordonnances, hein, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi en dispose autrement. Moi, je ne vois pas que la loi en dispose autrement, sauf erreur de ma part. Je ne vois pas comment le procureur de la République pourrait forcer la décision s'il n'y a pas de formule exécutoire sur la décision du juge des enfants. Pour D'accord, moi, ça d'accord. constitue, si tu veux, un vice, mais absolu, C'est absolu, incroyable, c'est incroyable ça, hein. Bon, franchement, tu vois? c'est Donc, important de le dire dans une vidéo comme ça parce que bon, ça va circuler, hein. C'est sûr, hein. donc voilà, donc ça, si tu veux, moi, ça m'inquiète parce que, bon, le sujet de départ n'était pas celui-ci, on était sur la dissimulation de preuves, mais on y revient quelque Ouais, part parce que, en fait, il suffit au service éducatif d'écrire n'importe quoi dans leur rapport. Le juge des enfants, faut savoir que les juges des enfants, ils ont 2 à 3, voire 4 fois trop de dossiers par rapport à leur charge humaine supportable. Pas moi qui le d'accord. dis, hein. Ils Ouais, le disent eux-mêmes. Dans le dernier rapport du syndicat de la ah, je l'ai sorti tout à l'heure, syndicat de la magistrature, non, le, cons- non, oui, le syndicat de la magistrature. C'est eux qui le disent. Ils ont 2 à 3, voire 4 fois trop de dossiers. Ils n'ont pas le temps de les étudier. D'accord? d'accord. Oui, mais ça Donc, m'étonne pas. donc le problème, il est là, c'est qu'en fait, moi, je les vois venir, ils ouvrent le dossier, enfin, ils ouvrent le rapport, ils regardent la dernière phrase, ils disent faut placer, ils prennent audience, ils placent, merci, au revoir. Tu vois? Ouais, Euh, c'est ça vraiment le problème, parce qu'ils n'ont pas le temps. On est dans l'effondrement de la justice, il faut comprendre ça. Je veux ouais, dire, on est dans d'accord. le cadre du traité de Rome. Ah C'est la oui, Cour pénale internationale que risque la France quand mais même. quand tu dis ça, en fin de compte, c'est comme si c'est comme s'il y avait de la dissimulation de preuves pour se défendre, en fait. C'est exactement pareil. Ben, si tu veux, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand j'entends des assistantes sociales menacer des parents en disant, moi, j'ai le pouvoir de retirer vos enfants. Mais Non, en c'est fait, pas elle qui non, a le pouvoir. non, elles se trompent, elles n'ont pas le pouvoir de le faire. Elles ont le devoir de le faire lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de l'enfant est en danger, est gravement en danger. Il faut relire le code civil quand même. Mmh. Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, Ouais, le mais là, danger, d'après la Cour de faut cassation, trouver le danger. il doit être Bah, bien établi et caractérisé. Donc moi, je veux bien que les services sociaux ont des doutes. C'est donc le procureur de la République qui doit, en tout cas lui, doit faire son enquête préliminaire et donc vérifier les allégations qui lui sont portées. ouais, D'accord? Même si le juge des enfants, lui, de son côté, comme le lui permet d'ailleurs le code de procédure civile, à savoir qu'il peut prendre des mesures d'instruction, c'est où? C'est 1182. Il peut prendre une mesure d'instruction lui aussi voilà. Le juge peut soit d'office, c'est 1183. Le juge peut soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, donc soit d'office, donc il décide de lui-même, soit la requête des parties. Alors je rappelle que l'aide sociale à l'enfance n'est pas une partie, ouais, soit du ouais, ministère public. D'accord? Donc ce seraient les parents, l'enfant même. ouais. Ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité ou les conditions de vie du mineur ou de ses parents, en particulier par le moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicaux ou d'expertise psychiatrique et psychologique. D'accord? Donc le juge, on va dire qu'il a quand même quelques moyens pour s'assurer, si tu veux, de la situation de l'enfant, même si le procureur, ça ne le soustrait pas à ses obligations et à ses diligences. C'est le D'accord. procureur qui doit établir et caractériser les faits. Si les faits sont établis et caractérisés, bon, bah, on sait ce qu'il peut faire, puisqu'on en a parlé dans l'autre vidéo, un rappel à la loi, une Ouais, mesure de stage, il peut passer au juge d'instruction, il peut passer qui va passer au juge pénal, le parent sera convoqué pour être soit relaxé, soit condamné, mais c'est ouais, là que les faits sont établis et caractérisés. Donc, tant qu'effectivement il n'y a pas des éléments probants, ouais. prouvés, démontrés, avérés, caractérisés, établis, ils ne peuvent pas prendre une mesure de placement ou d'action éducative. C'est ça, mais c'est justement là où je trouve qu'il y a des abus, mais qui sont incroyables, en fait. Qui L'abus respectent est pas. totalement là.
Ouais, bah Ah oui. bah, en fait, tout est détournement de procédure. Tu sais, Montesquieu il nous disait 2 choses que je trouve tout à fait adaptées à l'assistance éducative. Montesquieu nous disait 2 choses. Premièrement, il nous disait garder que Dieu nous garde de, l'arbitraire des juges. Oui, bah oui. D'accord? Et la deuxième, il disait qu'il n'y a point de plus grande tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et sous les couleurs de la justice. Oui, c'est ça. D'accord? Alors, quand on lit les rapports du Sénat, le rapport du Sénat de juillet 2023, quand on lit le rapport enfin, les observations de l'ONU de juin 2023 toujours, quand on lit le dernier rapport du syndicat de la magistrature, quand on regarde le dossier qui est ouvert actuellement à l'ONU dans le cadre du dossier Abida, Dame Stockholm et Majani, quand on voit la réponse de la France, quand on voit ce qui se passe sur le terrain, quand on voit ce qui est dénoncé depuis des années, ce qu'on peut voir dans tes vidéos, en fait, ce qui se passe, c'est très simple. C'est une tyrannie qui est exercée à l'ombre des lois, Ouais, sous les couleurs de la justice. C'est-à-dire que les services sociaux, ils ont décidé de placer, ils vont faire la procédure à peu près comme il faut. Je dis bien à peu près parce que c'est discutable. Ils vont faire à peu près comme il faut, comme ils veulent, d'accord? Enfin, à peu près comme il faut. Ça va passer de bureau en bureau. Donc, d'abord, le procureur. Il faut savoir que le procureur, il a pas le temps de faire son job. Je te le dis. J'ai eu la confidence d'un procureur de la République qui m'a dit, lorsque j'étais assise au bureau pour répondre aux OPJ sur le terrain, en même temps que je répondais aux OPJ, aux officiers de police judiciaire, je prenais les dossiers de la pile de droite, je les ouvrais, je les signais, je les passais à gauche. Parce qu'évidemment, mon équipe était censée avoir fait le job avant et ne m'avoir laissé que les dossiers qui devaient être pris en charge par le juge des enfants. Donc je prenais, je signais, je passais. ouais, bah oui. D'accord? Donc, imagine le juge des enfants, il se retrouve avec le dossier sur le bureau. Lui, il se dit, j'ai eu le premier garde-fou, le président du conseil départemental, puisqu'il n'y a que lui qui peut saisir, non, c'est pas qui peut saisir, c'est le code de l'action sociale et des familles, le CACEF, article 226-4. Il n'y a que lui, de ma lecture, il n'y a que lui qui peut aviser le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants. Regarde, le président du conseil départemental, c'est bien l'article 226-4 du Code de l'action sociale et des familles, c'est le L 226-4. Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsque Ouais, le mineur est en danger au sens de l'article machin et qu'il a déjà fait, bref, d'accord. Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés à l'avant-dernière alinéa de l'article 226.3. Bon, c'est pas compliqué, c'est tout service public en lien avec les gosses. C'est l'école, c'est la CRIP, c'est tout le monde. Avise directement du fait de la gravité de la situation, du fait, c'est un fait établi. Il ouais, avise de la gravité, il faut que ce soit grave. Il avise la situation, il lui avise qui? Le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger et adresse une copie de cette transmission au président du conseil départemental. À aucun moment il est marqué ici que toute personne travaillant au sein de ces organismes peuvent donc aviser le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants. ouais. Tu comprends? Il n'y a que le président qui a le droit de le faire. Il n'y a que lui. D'accord. D'accord? Il y a Et vraiment, donc, il y a vraiment des abus de droit incroyables. alors Incroyables. oui, ensuite de ça, ils ont quand même prévu le fait que, lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, toi, moi, le voisin, la caissière, le facteur, je sais pas moi, il transmet au président, donc le procureur, il transmet au président du conseil départemental les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfant confiée à ce dernier, et il informe cette personne, toujours le procureur, informe cette personne qui a donc ramené des faits au procureur, des suites réservées à son signalement dans les conditions prévues par les articles 40-1 et 40-2 du Code de procédure pénale qu'on a regardé dans l'autre vidéo. Tu vois? Oui, d'accord, Donc il n'y a d'accord. que le président. Donc imagine le juge des enfants. Lui, il se dit, le garde-fou avant moi, c'est le procureur. Mais le procureur, il fait pas son job. Le garde-fou qui est avant le procureur, c'est le président du conseil départemental. Mais lui, il fait pas son job. Et je vais te dire pourquoi il fait pas son job. Parce qu'en fait, tu verras que tous les procureurs auront été avisés par procuration pour le président du conseil départemental. Alors là, il faut ouvrir le code général des collectivités territoriales. Merde, c'est pas le bon. Le CGCT, je me suis trompé, CGCT, article 32-21 de mémoire, c'est le tiret 3. Article 32-21, voilà, Oui, chapitre unique. Alors,
Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions au vice-président. Oui, Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental, en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. D'accord? oui, Sauf que les agents du service public de l'aide sociale à l'enfance, je te rappelle que c'est un service non personnalisé du département placé sous l'autorité du président du conseil départemental. Elle oui, tombe sous le coup du dernier alinéa. Le président du conseil départemental et le chef des services du département, donc dans l'occurrence de l'aide sociale à l'enfance, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière oui, aux responsables des 10 services. Alors attention, regarde bien ce que je viens de te lire. Le président du conseil départemental a deux casquettes. Il est premièrement le président d'un conseil, une association de gens qui ont été élus, d'accord? oui. Il est également le chef de service du département. Il a donc une deuxième casquette, il est chef du service. Le chef du service n'est pas l'élu. Le chef du service ne jouit pas des fonctions de l'élu. En fait, le président du conseil départemental devrait avoir deux bureaux, deux comptes informatiques, l'un qui lui permet d'exécuter ses fonctions de président du conseil et l'autre de chef des services. D'accord? D'accord. Ouais, J'ai d'accord. une jolie petite jurisprudence. Tu vas l'aimer, celle-là. Laisse-moi juste le temps de la retrouver. Mes petites jurisprudences. La petite jurisprudence de tribunal administratif de Grenoble, si je ne me trompe pas. Inédit, Conseil d'État, Cour d'appel de Bordeaux. Où est-ce qu'elle est, ma jurisprudence? Tribunal administratif de Grenoble, c'est celle-là. C'est celle du 7 juillet 2000. 2000, ça fait quand même 24 ans. Oui, D'accord? Enfin, bientôt 24 ans. Je te l'affiche. Voilà. Que nous dit cette petite jurisprudence? Elle nous dit, donc voilà, hein, c'est la tribunal administrative de Grenoble, 7 juillet 2000, hein, je l'ai récupéré sur le site de la République française, Légifrance, d'accord? 7 juillet 2000, c'est la décision 973 de 1999. Elle est d'ailleurs mentionnée aux tables du recueil Le Bon. Donc il faut comprendre que ce qui est mentionné aux tables du recueil Le Bon, c'est un livre qui recense sur toutes les décisions importantes du tribunal et qui fait qu'elles servent ces décisions aux étudiants en droit qui font la recherche d'accord, et donc qui vont écrire la doctrine. Tu vois? d'accord. Donc c'est une décision extrêmement importante celle-ci, c'est pas juste une décision comme ça, qu'on a rendue, dans une situation donnée et puis que la limite Ouais, si elle tombe dans l'oubli, c'est pas grave. Non, c'est une décision clé. Ils nous d'accord, disent que si les dispositions du premier alinéa de l'article que je viens de te lire ouvrent au président du conseil général la faculté de déléguer une partie de ses fonctions en matière de police à l'un des vice-présidents ou à d'autres membres du conseil général. À l'époque, c'est le conseil général, c'est devenu le conseil départemental en 2016. Attention. mmh, Les dispositions du second alinéa, ce que je t'avais lu parce qu'à l'époque il y avait que ces deux alinéas, ne lui permettent pas la délégation de ses fonctions aux responsables des services du département. d'accord, Ce que je suis d'accord. en train de te dire, c'est que toutes les délégations qui ont été faites par les présidents des conseils départementaux auprès des agents de service de l'aide sociale à l'enfance dans les dossiers que j'ai vus, il n'y en a pas une qui résisterait à la décision du tribunal administratif. Bah, tu vois, c'est dingue, hein. C'est comme quoi. D'accord? Donc, quand on parle de dissimulation de preuves, mais en fait, c'est pas compliqué. Ils ont besoin de rien prouver puisque on voit bien que l'aide sociale à l'enfance, que ce soit le responsable de la CRIP ou d'un autre service à l'intérieur du service, il se dit, il a une fonction de directeur ou de responsable. Il a, par le biais d'un arrêté, une délégation qui lui dit, tu as le droit de faire ceci ou de faire cela. Donc, il a une délégation du président du conseil départemental. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, et le président du conseil départemental, il s'occupe peut-être en réalité pas du tout de son service. Il a tout délégué. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, l'agent du service, il va voir le procureur de la République, il l'avise, comme le dit d'ailleurs le 226.4 du Code de l'action sociale et des familles. Il va donc aviser, je l'ai perdu. Il avise donc le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants, se prenant par délégation pour le président du conseil départemental. J'ai perdu mon article, mais c'est pas grave.
D'accord. Et la jurisprudence nous a bien dit que le président du conseil départemental ne peut pas déléguer ses pouvoirs de police. On est bien d'accord? Ouais, 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 Bon, ouais. eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est d'ailleurs écrit dans le Vademecum que tu peux publier à qui te le demandera, le fameux document. D'accord. Il est établi depuis longtemps. Quand je te dis longtemps, c'est la Cour d'appel de Paris du 16 mai 2000, ainsi que la Cour de cassation, chambre criminelle du 4 novembre 1992. C'est la référence, c'est le pourvoi numéro 91-86.938. Il résulte de l'article 3 du Code civil que les dispositions relatives à la protection de l'enfance en danger sont applicables sur le territoire français à tous les mineurs qui s'y trouvent, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. D'accord? Oui, Et le tribunal administratif, la Cour d'appel de Paris, pardon, du 16 mai 2000, enfin, c'est l'appel numéro 99/16-403, les dispositions relatives à l'enfance en danger sont des lois de police et de sûreté destinées à protéger une catégorie de citoyens. C'est une loi de police et de sûreté. Donc, le président du conseil départemental, il ne faut pas oublier qu'il a des pouvoirs de police. Regarde, c'est écrit ouais, bien là. sûr. Oui, C'est écrit là. C'est lui qui nomme, par exemple, les gardes champêtres. oui, oui. Par exemple, et il exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues. D'accord? Et surtout, je cherche surtout le texte que je vois. Voilà. Non, ça c'est abrogé. Merde, il est où le texte? Domaine. Voilà. Le président du conseil départemental gère le domaine du département. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police. Oui, Afférents à c'est cette, il a des pouvoirs de police. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, quand tu remets le schmilblick en place, le président du conseil départemental, en tout premier, hein, il est l'organe exécutif du département. En deux, il est l'ordonnateur des dépenses du département. Il ne peut pas déléguer ces deux points-là. Donc, les gens qui travaillent dans les services de l'aide sociale à l'enfance ne peuvent pas engager les dépenses du département, c'est-à-dire demander au juge par le biais du procureur, donne-moi une AEMO ou donne-moi un placement. Donc ça, c'est alors que ça se pratique en permanence, en fait. Alors que ça se pratique en permanence. De plus, elles vont dire oui, mais j'ai une délégation. Mais la délégation, elle ne passerait pas le filtre du tribunal administratif au regard de l'article 3221-3 du Code de l'action sociale et des familles. Tu vois, Tu comprends? c'est important. Donc, maintenant, Ce qu'on publie, là, c'est important. comprends bien pourquoi la dissimulation de preuves, elle est facile. Parce que le juge des enfants, il est convaincu, lui, que le dernier garde-fou avant lui, qui était le procureur de la République, a fait son job. On sait qu'il ne le fait pas. Derrière, il y a le président du conseil départemental qui était censé avoir fait son job. Il a donc décidé qu'effectivement, il y avait là ici un danger établi, caractérisé, ou du moins, voilà, j'ai mené une enquête sociale, j'ai fait ce qu'il fallait, on m'a rapporté un projet pour l'enfant, on va aider cette famille de telle manière, j'ai prévu les dépenses qui vont être inhérentes à cette décision, etc., etc. Donc, hop, on peut y aller. Donc le juge des enfants, il est convaincu qu'en réalité, tous les garde-fous qui ont été prévus par les textes ont été respectés, mais en réalité, ben, ils ne le sont pas dès le départ. Donc la réalité de nos dossiers, c'est quoi? C'est qu'on a des gens du service de l'aide sociale à l'enfance qui veulent absolument, pour des raisons qui sont liées probablement au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, par lesquels on peut lire des phrases, par exemple, du type après un taux d'application de remplissage de 95%. Hein, par exemple, j'ai effectivement tiens, je vais te la sortir comme ça. Je vais te la sortir comme ça. On pourra pas dire je raconte des conneries. Hein. Laisse-moi juste ouvrir le dossier en question. Donc, c'est un dossier dans les Côtes d'Armor. Hop. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Désolé, j'avais pas prévu de parler de ça. Hop, cabinet. Tac, 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 tac. Département. Là, département, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, et je crois que c'est celui-ci. Je vais t'en sortir qu'un seul. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà. On a donc ici, c'est un document public, hein, tu le trouves sur le site des Côtes d'Armor. Il a d'ailleurs été envoyé en préfecture le 12 juillet 2023. C'est un arrêté portant fixation du tarif journalier 2023 de la Maison des Fratries de Plestan, association L'Envol, et donc
leur référence de ce document, c'est le DEFTAR 172. Ok, très bien. Donc, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor, il a vu le code de la santé publique, le code général des collectivités territoriales, celui qu'on vient de regarder là, le code de l'action sociale et des familles, les instructions budgétaires et comptables applicables dans le secteur social et médico-social. Il a vu l'arrêté de tarification du 12 janvier 2023 autorisant le versement de moyens de dotation globale. Et sur proposition de Madame la directrice générale des services, il a arrêté que pour l'année 2023, le montant des produits de tarification est retenu au montant de 5 586 793 009 euros. Les produits de tarification sont versés en dotation globale mensualisée. Le nombre de journées du 1er janvier au 31 décembre 2023 est de 2081, après application du taux d'occupation de 95%. Le tarif journalier est de 281,98 €. Je te le traduis. Ils ont en fait, c'est un calcul, si tu veux, qui fait comme pour les hôtels. Du 1er janvier au 31 décembre, ils ont 2081 places comme une nuitée. D'accord? Ils ont 2081 nuits possibles. D'accord? Oui. Donc, si on fait le calcul, c'est facile à retrouver. On fait le calcul inverse. Laisse-moi juste sortir ma petite calculatrice. Hop. Donc, je prends les 200, voilà, il y a 2080, non, je prends 365. Non, c'est 2081, pardon. Attends, c'est ça. Je prends les 2081 et je les divise par 365. D'accord? Et le fait de faire ça, donc je vais voir combien ils ont de nuitées disponibles donc pour une nuit. D'accord? Combien ils ont de lits pour une nuit? Eh bien, j'en ai 5,7. D'accord? Donc, ça veut dire que des fois, ils en auront plus, des fois, ils en auront moins. Donc, grosso modo, ils ont entre 5 et 6 lits disponibles tous les soirs pour garder des gamins. D'accord? À cela, ils ont un tarif journalier qui est donc de 281,98 €. Donc, je vais multiplier mon nombre de lits. Je vais multiplier mon nombre de lits par 281,98. Et là, moi, j'obtiens un chiffre de 1607. Donc, ils encaissent 1607 € en moyenne par jour. D'accord? Oui. Ce qui fait par mois, donc on va dire fois 365 divisé par 12, ça nous fait 48 900 €. D'accord? Ce qui nous fait par 365 jours, 586 800 €. Alors le 586 800 €, on voit ici que ce n'est pas le même chiffre que là, parce qu'ils ont appliqué un taux d'occupation de 95%. Alors se pose la question suivante. Est-ce que le département s'engage à payer les lits disponibles quoi qu'il arrive? Les lits sont remplis, les lits ne sont pas remplis, ils payeront le montant qui est fixé ici. D'accord? Ou est-ce qu'ils se sont engagés à remplir les lits par des enfants? La question que je te pose est extrêmement grave. Mais moi, je sais bien que c'est le remplissage par les enfants, en fait. Hein. C'est tout. Alors, si c'était le cas, là, on a un problème supplémentaire. Et j'aimerais que les juges des enfants se rendent compte de ça. C'est que, tu prends n'importe quel dossier, tu t'apercevras que ceux qui font les préconisations aux juges des enfants pour que l'enfant soit sujet à une assistance éducative, qu'elle soit AEMO ou placement, d'accord? Ce sont toujours des gens qui font partie de l'association à qui l'enfant va être confié à terme. Oui, ça. Bon. D'accord? Mais alors, ça veut dire un truc tout simple, c'est que le juge ne se rend pas compte. Non, c'est pas celle-ci, c'est pas celle du 23, c'est celle du 22. Alors, l'ordonnance du 22 décembre 58 avait prévu la situation. C'est l'article 7.1. Elle est toujours en vigueur. Hein. Alors, elle nous dit quoi? 7.1. Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. D'accord, ok. Alors, pour moi, sauf erreur de ma part, si tu veux, là où ils arrivent un petit peu à échapper au truc, à vue d'œil, nous avons des juges des enfants qui confient les enfants au département. Oui. Le département, lui, va toucher des dotations, notamment nationales. C'est pour ça qu'il y a un budget de à peu près 10 milliards d'euros cette année. C'est j'arrondis, on est à 9,7. Bref,
milliards. Bon, Ouais. 10 pour faire simple, d'accord. Mais ça, c'est ce que le département va toucher une partie de ça, parce que lui, derrière, il va devoir confier l'enfant à une association qui, elle, est de droit privé. Ouais, Je veux ouais, dire, tu bien connais sûr. les associations qu'on connaît bien, qui sont les associations comme la Sauvegarde, Oui, l'Envol, la ouais, bien sûr. Page, on Ouais. a quoi encore? Reliance, et cetera, et cetera. Il y a différentes associations qui s'occupent de ça, d'accord? Eux, ils sont de droit privé et même s'ils sont conventionnés avec le département, d'accord? Leurs intérêts à eux restent malgré tout privés, bien que leur convention les fasse passer malgré tout comme ils doivent continuer à agir comme s'ils étaient des fonctionnaires puisqu'ils tombent sous le coup du code de l'administration, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ils agissent dans le cadre d'une mission de service public et bien qu'ils soient privés, eh ben, ils doivent malgré tout agir dans le cadre d'une mission de service public. Ils doivent agir comme des fonctionnaires. Donc, ils doivent faire preuve de probité. Ils doivent Oui, dire la mais vérité. c'est pas. Ah Donc, oui, maintenant qu'on mais a fait le tour, le juge des enfants confie au département, le département confie à l'association. L'association est la même qui a demandé au juge des enfants, place le gamin. Et on est en plein dans un conflit d'intérêts, là. bien sûr, je sais bien, je sais bien. Tu vois? Et en plus de ça, ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, puisque les garde-fous qu'on a vus précédemment, je veux dire, elles ne sont pas, elles, les assistantes sociales ou les éducateurs, sont souvent des femmes. Je jette pas la pierre, hein, c'est Oui, souvent des femmes. Hein. J'ai pas de problème avec ça. C'est pour ça que je dis elles, mais il y a des hommes. J'en ai pas vu beaucoup, mais il y en a. Il ou elle avise directement le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants. Le procureur de la République, il saisit le juge des enfants. Donc, le juge des enfants, lui, il se dit tout ce qui a été fait avant moi, c'est carré, c'est béton. Donc, ouais, c'est ça. donc, moi, j'ai pas besoin, j'ai pas le temps. J'ai 500 dossiers, 600 dossiers, 700 dossiers. Donc, sans parler des dossiers pénaux, je parle que d'assistance éducative. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre le rapport, placer l'enfant. Ben, je vais placer l'enfant. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, t'as con. Tu vois? Donc, ils n'ont même D'accord. pas besoin, si tu veux, d'apporter la moindre preuve, parce que tous les Mm. garde-fous qui sont censés garantir qu'on n'a pas besoin d'arriver devant le juge des enfants, bah, en fait, les digues sont tombées, les douanes, en fait, c'est comme l'espace Schengen, on a ouvert les douanes. On a ouvert les D'accord. douanes. Il y a des douanes physiques, il y a des bâtiments. Pour arriver devant le juge des enfants, il y a différentes douanes. Manque de bol, il n'y a personne pour contrôler quoi que ce soit. Les personnes responsables, que sont le président du conseil départemental et donc le procureur de la République avant le juge des enfants, eux ne font pas le job. Ok. Bon, bah écoute, pour ce témoignage et cette nouvelle série, je pense qu'on peut conclure l'entretien à ce niveau-là. Ah, en attendant de refaire nos autres rendez-vous, bien entendu, parce qu'on en a d'autres à faire venir, hein. Mais on peut conclure sur ça, en fait. C'est important, là, ce que tu viens de dire. Bah, écoute, oui, je pense, je pense. Moi, je dirais que ce qu'il faut surtout donner comme peut-être faut donner une solution aux avocats parce que on a un sérieux problème, si tu veux, c'est que tous les dossiers, finalement, ils sont entachés d'un vice absolument incroyable. Mais oui, Euh, mais là, le fait de le dire dans les vidéos, ils vont le savoir. Comme tu as publié en plus des documents qu'ils vont pouvoir lire, je pense que c'est important, en fait. alors, il faut savoir qu'il y a un décret qui est paru je te le retrouve tout de suite. Il y a un décret qui est paru en 2000, je sais plus, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Je m'attendais pas à devoir parler de ça. Non, non, Euh, mais on c'est aura le l'occasion décret, de. c'est le décret du 27 février 2015. Voilà, je te le mets à l'écran. Oui, C'est celui-là de mémoire. Alors, c'est ce décret. Euh, Ce décret, si je me trompe pas, c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Eh merde. Bon, il y a un décret. Il y a un décret qui permet au juge judiciaire de poser une question préjudicielle au juge administratif. D'accord? d'accord. Il faut retrouver ce décret, je ne sais plus où il est. Alors, ce qui est très important, c'est que vu ce qu'on vient d'annoncer, dans tous les dossiers dans tous les dossiers assistance éducative, moi je recommande Oui, aux avocats, il faut qu'ils aient la délégation de signature de là ou des personnes qui ont avisé le procureur aux fins de saisine du juge des enfants. Puisque moi, j'ai toujours vu ça dans les dossiers, ça a toujours été fait par délégation pour le président du conseil départemental. On a vu que c'est pas d'accord. possible. Enfin, c'est pas Ok. régulier. D'accord? Donc, les avocats devraient prendre les délégations de signature et par question préjudicielle au juge des enfants, ils devraient faire poser la question au juge des enfants, donc par question préjudicielle au juge administratif, pour que le juge administratif puisse vérifier de la validité ou de l'excès de pouvoir de cet acte de saisine, d'avis du procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants. Ok.
Ok, Ça, c'est extrêmement ok, important parce que ok. ça permettrait de dire, mais stop, c'est pas la bonne personne qui a saisi. La procédure en administratif n'a pas été respectée. Et c'est là tout le problème, si tu veux, des dossiers assistance éducatifs, c'est que ce sont des dossiers dans lesquels, au départ, tu as l'administration Ouais, non, mais qui, d'accord. qui passe par le pénal Ok, non, non, mais j'ai pour compris. aboutir au civil. Ok. Bon, bah, Donc, en tout cas, tu as fait un- une synthèse qui est importante, d'accord? Parce que on va en rester là pour que je reste dans mon créneau horaire. Et je te donne rendez-vous pour un autre rendez-vous, parce qu'on a d'autres rendez-vous juridiques hein, avec des oui, autres ben, pièces, avec des on autres s'arrange, sujets. on s'arrange en Hein? dehors de la caméra. Donc, en tout cas, merci pour ce petit moment, effectivement. Donc, en résumé, effectivement, la raison pour laquelle ils n'en ont rien à faire de vérifier les preuves ou ils dissimulent des preuves, c'est parce qu'en fait, personne ne vérifie quoi que ce soit de ce qu'ils disent, puisque, de toute façon, leur parole est évangile, puisque les garde-fous sont censés être là pour éviter ce genre de situation. Voilà. Or, Eh les ben, garde-fous ne font pas leur job. Voilà. eh ben, C'est comme écoute, ça qu'on peut terminer. ça sera le mot de la fin et je te dis bientôt un autre rendez-vous parce qu'on a encore plein de choses à faire. Ok, David? Ok? Hein? On fait comme ça. Merci Christophe Salut, à et bien à bientôt, vous tous. à bientôt. Salut.